Et l'élément qui vient juste après, c'est l'optimisation de ressources. Alors, j'aimerais ensemble, puisqu'il s'agit d'un débat, moi je vais peut-être commencer à poser quelques questions à Madame TU sur cette problématique. Et à l'issue de ce débat, je vais nous laisser aussi la primeur de poser des questions, soit par chat, soit si vous n'êtes pas dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, vous pouvez mettre votre micro et on va vous entendre pour nous permettre aussi, parce que c'est un forum, on aimerait, au-delà d'être un simple podcast, mais c'est vraiment un forum dont on aimerait que chacun aussi se sente impliqué. Parce qu'après, comme l'a dit Madame TU, c'est vraiment pas un programme de formation, c'est beaucoup plus d'informations qu'on va donner. Mais après, pour ceux qui voudront approfondir, il y aurait des programmes beaucoup plus approfondis pour ça. Voilà. Alors, je vais commencer par la première question. Madame Théu, qu'est-ce qui peut caractériser les temps de crise ou un temps de crise, surtout que nous sommes dans le contexte de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui peut être des caractéristiques ou bien des éléments qui peuvent justifier qu'il s'agit bel et bien d'un temps de crise dans le contexte de l'entrepreneuriat? Ça, c'est ma toute première question que je vais laisser le champ à Madame Théu de répondre. Ok, merci Monsieur Bertrand. D'abord pour mettre un peu dans le cadre de ce, de ce, de ce podcast, on parle de l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup le visuel. En lui-même, il parle beaucoup. D'abord, j'aimerais parler d'abord un tout petit peu, introduire un peu l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, juste pour rappel, parce qu'on a déjà eu à en parler plusieurs fois, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quoi la base pour qu'on puisse comprendre toute la suite, hein? C'est répondre aux besoins de sa communauté. Et à quel moment l'entrepreneur intervient? C'est sur base des besoins de sa communauté, en observant, ça peut être des contraintes, ça peut être des difficultés, ça peut être tant de choses, mais en observant, celui qui a un esprit entrepreneur, il les transforme en solutions. Il se dit, par rapport à ce besoin qui est récurrent dans ma communauté, voilà la réponse que moi je peux apporter. Alors, ça demande la perspicacité, et comme les besoins des êtres humains sont illimités, parce qu'à la base, moi je suis économiste, donc en économie on dit toujours les besoins sont illimités par rapport aux ressources limitées. Donc les besoins des êtres humains seront toujours là. Donc c'est pour dire qu'il y aura toujours, pour celui qui est perspicace, des, des moyens d'apporter des solutions. Donc l'entrepreneuriat ne finira jamais. C'est d'abord le premier cadre que j'aimerais poser avant de répondre. Le deuxième point, pour moi, je suis une adepte des faibles commencements. Une adepte des faibles commencements, pour moi, les faibles commencements veut dire développement. Du coup, ça devient un processus. Donc, on peut commencer petit pour d'un point A pour aller à un point Z. Et c'est tout un processus. Alors, dans ce processus-là, ce n'est pas une ligne droite. C'est une ligne qui peut connaître des hauts et des bas. C'est comme ça que je parlais des montagnes russes. Alors, justement, c'est là où maintenant intervient notre sujet d'aujourd'hui. On peut commencer dans la montagne, on se retrouve dans la vallée, et puis on remonte et on descend. Alors, justement, quand on commence bien, tout ça, ça évolue bien, il n'y a pas de problème. C'est quand subitement, on se retrouve que tout ce sur quoi on avait misé, tout ce sur quoi on avait calculé, même les besoins eux-mêmes, tout ça, on se rend compte que même la solution qu'on apporte, on se rend compte que non, ça ne donne pas les résultats tels qu'on a attendus. C'est en ce moment-là qu'on commence à parler de crise et c'est en ce moment-là que non, on a la tête comme sur notre visuel, on se demande qu'est-ce qu'on va devenir. Est-ce qu'on doit abandonner ou on doit continuer? En fait, c'est ça. C'est juste un peu pour expliquer, je crois, poser le cadre. Alors, des temps de crise peuvent être, comme on dit, intérieurs comme extérieurs. D'abord, intérieur, ça peut venir de nous-mêmes. Peut-être nous n'avons pas fait une bonne analyse.
de nous-mêmes, de nos forces, de nos faiblesses. Nous n'avons regardé qu'à nos forces en tant qu'entrepreneurs. Ah, j'ai l'idée, j'ai cette fougue, j'ai ceci, cela, tout ça. Mais en cours de route, on se rend compte que, par exemple, on ne sait pas très bien gérer les finances. On n'a pas des bonnes relations interpersonnelles. On ne sait pas bien gérer nos relations avec, par exemple, nos clients, nos fournisseurs, les gens même pour qui on veut travailler, à qui on veut répondre aux besoins. Ça peut être des crises. On n'a pas, il y a toute une panoplie de choses qui peuvent venir d'abord de nous-mêmes. Au cours du chemin, on se rend compte que non, on n'avait pas pris ça en compte. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, la crise peut venir de l'extérieur, de notre environnement. L'environnement extérieur, ça peut être, comme nous sommes en train de vivre actuellement, l'instabilité politique, les conflits, les guerres, les épidémies, la récession économique, la baisse du pouvoir d'achat, donc tout un tas de choses. Bref, c'est pour dire que les crises, c'est caractérisé par toutes ces situations difficiles qui nous prennent de court, qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas revu, on peut bien faire même un bon plan d'affaires, un bon business plan, tout est vraiment beau. Mais il y aura toujours des choses qu'on va rencontrer en cours de chemin qui vont nous ralentir. Et c'est en ce moment que la crise commence, quand on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Voilà, super, super, Madame Théu. Il y a des éléments intéressants que vous aviez dit dans votre réponse. Vous avez parlé du fait que la crise, elle peut être interne, tout comme elle peut être externe. Parce que de nature, quand nous parlons de crise, nous voyons que l'aspect extérieur, c'est-à-dire que la crise peut concerner les épidémies, peut concerner les guerres, telles que c'est le contexte actuel de notre pays, et ainsi de suite. Mais généralement, on ne voit pas l'une des crises même les plus permanentes, ce sont les crises internes. C'est-à-dire quand on se lance, on se rend compte qu'il y a tellement de choses en nous-mêmes qu'on ne savait pas ou bien qu'on n'avait pas prévu, qu'on devait plutôt régler. Vous avez parlé par exemple de relations interpersonnelles, vous avez parlé, voilà, il y a telle compétence ou tel aspect qu'on n'est pas tenu compte de ça en vous lançant. Alors, c'est de là maintenant que viendra en fait ma deuxième question. Est-ce que quelles sont en fait les ressources? Parce que là, vous parlez des crises internes ou externes, mais quelles sont maintenant les ressources? Parce que s'il y a crise, c'est qu'il y a aussi des ressources qui peuvent nous permettre à surmonter cette crise-là. Alors, quelles sont les ressources nécessaires dans le contexte toujours de l'entrepreneuriat, soit pour entreprendre, soit pour développer une activité qu'on a déjà, dont on a nécessairement besoin? Parce que ce sont des ressources sur lesquelles euh, on ne peut pas s'en passer, s'il faut le dire ainsi. De sorte que si demain une crise, soit interne ou externe, se présentait, on saura toujours comment y faire recours. Je ne sais pas comment vous pouvez nous répondre ou bien nous aborder dans ce sens-là. Euh, pour moi, en tout cas, je pense que par l'expérience, quand il y a crise, la première des choses, parce que ce qu'on voit souvent hein, dans l'être humain, dès qu'il y a une crise, c'est quoi? C'est courir, c'est la précipitation. La première ressource qu'il ne faut jamais oublier, c'est de garder le calme, de s'arrêter. C'est la première ressource. Prendre le courage de s'arrêter et d'analyser, de garder son calme. C'est comme on dit, garder la tête froide, pouvoir analyser. Analyser d'où vient la crise. Est-ce que d'abord de répondre à cette question, la crise, elle est interne ou elle est externe? Elle est liée à quoi? Il faut vraiment avoir le courage, l'honnêteté de garder son calme et de pouvoir analyser. Dès que vous avez les réponses, de savoir que d'où vient la crise, parce que c'est comme vous avez dit, souvent on regarde seulement euh, à l'environnement extérieur, mais on oublie de regarder à l'intérieur, d'être honnête avec soi-même. Alors, dès que vous avez répondu maintenant à cette question-là, c'est comme on dit, un diagnostic qui prend 90%, en 10%, on peut avoir les réponses. On peut avoir 59 minutes de diagnostic et en 1 minute, on peut trouver la solution. C'est comme ça que le diagnostic
Je crois qu'il y a un problème il y a un problème de connexion. Hein. Je sais pas si Oui, oui, ça va maintenant. À un moment donné, ça fait comme ça ça coupé. On dirait que c'est la connexion. va? Ça va maintenant. Ok, d'accord. Donc, alors, sur base de ça, maintenant, quand on connaît d'où vient la crise, si c'est interne, comme on a dit là, c'est d'analyser et de pouvoir soit, si c'est un problème de compétences, c'est se former dans des compétences qu'on n'a pas, c'est de rechercher des conseils, comme maintenant là, c'est rechercher, donc ça peut être des formations, ça peut être des conseils auprès des aînés ou bien des personnes qui ont été là avant nous. C'est ça. Si c'est externe, notre environnement sur lesquels on n'a pas toujours on n'a pas toujours une mainmise, c'est de se demander toujours, OK, dans ce cas, qu'est-ce on peut faire? Alors, c'est ça d'abord pour répondre. On va y aller progressivement, hein, mais pour ne pas euh, trop embrouiller, c'est d'abord ça. C'est le diagnostic qui nous permet de définir quelles ressources utiliser. En interne, si c'est nous-mêmes, nous pouvons, comme j'ai dit, nous former et nous informer. Si c'est l'extérieur, c'est d'identifier c'est quoi les problèmes et toujours se poser la question comment on peut transformer ces problèmes-là en solutions. Parce que les solutions existent toujours. Toujours, en tout cas, ça, je peux rassurer que là où il y a les hommes, il y a toujours des solutions. C'est comme ça que Dieu a créé ce monde ici. Il y a toujours des solutions, mais un entrepreneur reste toujours très perspicace. Donc, d'abord, quand tu es dans le calme, tu réfléchis, tu fais le diagnostic, tu trouveras toujours une solution, des ressources comme une lumière. Dans la suite, on va voir ça. Ok, super. Merci, Madame TU. Je ne sais pas pour ceux qui nous suivent déjà, si vous êtes en train de comprendre l'acheminement, parce que le but pour nous, au-delà de cet espace où on partage cette thématique, on aimerait vraiment toucher à des points que l'on vit dans la réalité, ok? Des points qui nous concernent, qui peuvent concerner, parce que je pense que pour vous qui avez participé à ce programme, vous avez rempli un formulaire, on vous a demandé voilà votre profession, on vous a demandé vos attentes, hein, parce qu'on aimerait aussi que au travers de ces échanges, de ce podcast, que cela puisse rencontrer plus ou moins vos attentes. Voilà pourquoi on va vous laisser aussi le soin de poser des questions peut-être que nous on va pas aborder. Alors Madame TU a dit un élément ici important. Quand j'ai parlé de ressources nécessaires, que voilà, il faut le calme, il faut réfléchir, il faut être perspicace. Donc, en d'autres termes, quelque part, il faudrait être honnête envers soi-même. Parce que des fois, on a tendance voilà, à se cacher derrière certains faits, à se cacher derrière certains soucis, mais on ne veut pas juste reconnaître pas la réalité envers soi-même. Voilà, si je ne sais pas faire ça, si je n'ai pas ça, si je ne peux pas avoir ça, s'il n'y a pas ceci, si en moi-même il y a telle chose que je peux remarquer, et tout ça, de sorte qu'en étant honnête envers soi-même, ça te permet déjà d'être dans les meilleures dispositions pour mobiliser les ressources qui vont te permettre d'avancer par rapport à certains projets. Alors, de là, maintenant vient ma troisième question, qui est de savoir, bien évidemment, on a parlé de l'optimisation de ressources. Alors, comment est-ce que dans un temps de crise, dans un moment de crise, peu importe la forme de cette crise, comment est-ce que on commence ou bien comment est-ce qu'on aborde la question de l'optimisation de ressources, ou bien comment est-ce qu'on peut s'y prendre en cette matière-là? Voilà un peu ma troisième question. Alors, par rapport à l'optimisation des ressources, j'aimerais donner, parce qu'on on dit que non, on donne que ce qu'on a. Moi, j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup appris pendant le Covid. Covid est arrivé en mars 2020 et elle nous a pris de court. Donc, vraiment, du coup, on devait tout fermer, tout arrêter. Alors, moi, en ce moment-là, je me retrouvais sur trois axes. Pour permettre hein, de répondre, hein, après je vais peut-être résumer, trois axes d'activité. J'étais dans la vente et la fabrication et la vente des chaussures. J'étais dans l'alimentaire, donc la vente des produits alimentaires, parce que nous avons une ferme, donc les produits agricoles que nous vendions. Et aussi dans l'immobilier, ça veut dire que je fais louer des appartements, des bureaux, donc bref, j'étais dans ces trois axes-là.
Alors, quand c'est arrivé dans cette panique-là, dans ce moment de panique, je me suis posé la question, comme j'ai dit là, il faut garder le calme et être honnête avec soi-même. Je me suis dit, c'est la crise Covid, on ferme tout. On demande, le mot peut-être m'échappe, on devait tous rester à la maison, ne pas sortir, tout ça. Alors, je me suis dit, quand on ne sort pas, ça veut dire que les gens ne vont pas s'habiller, ne vont pas porter les chaussures. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Alors, il faut que je puisse mettre un peu entre parenthèses l'activité des chaussures parce que c'est pas. Alors, comme j'étais locataire, j'ai écrit à mon bailleur pour dire que, en tout cas, je dois arrêter. C'est vrai que pendant un moment, j'ai connu à payer le loyer, mais après, j'ai dit non, non, non. Honnêtement, j'ai écrit à mon bailleur pour dire que je ne pourrai plus parce que je dois fermer. J'ai écrit à toutes les administrations, même à l'administration fiscale, partout, pour dire que pendant cette période, je préfère fermer. Et j'ai fermé cette activité-là parce que personne, de toute façon, ne va commander les chaussures, personne ne sort. Le deuxième point, les gens restent à la maison, mais ils doivent manger. Ça, c'est quelque chose qui est, quelle que soit la crise de Covid, là, les gens, et c'était devenu même la peur, même, c'était même la plus grande, le plus grand besoin je crois même des êtres humains. En tout cas, dans mon environnement, c'était le plus grand besoin. Et ce qui m'a touché, c'est ça justement, là, ce que j'ai appris, la leçon que j'ai apprise, c'est qu'avant, quand j'emmenais des produits, nous emmenions des produits agricoles de notre ferme, tout près de chez nous, on n'arrivait même pas à les écouler parce que bon, il fallait prendre du temps pour se faire connaître. Mais quand il y a eu Covid, quand on a annoncé ça, et alors que je faisais des livraisons à distance, j'allais livrer tout ça, nous avions des clients à qui nous allions livrer, mais la demande était devenue tellement forte dans mon environnement immédiat que je n'avais même plus besoin d'aller livrer. Alors qu'au début, quand j'avais commencé à vendre à partir de chez moi, personne, toujours des invendus. Mais à partir de là, c'est tout un marché qui s'est créé chez moi. Je n'avais même plus suffisamment pour aller livrer. Donc, il fallait venir acheter sur place. Du coup, chez moi, il était devenu même un marché. Alors, j'ai compris que pendant ce temps-là, les besoins alimentaires sont très importants. J'ai capitalisé sur cela. Nous avons capitalisé sur cela. Le deuxième point, c'était l'immobilier. Pendant la crise, en tout cas, j'ai vu que personne ne pouvait même bouger. Les gens ne voulaient même pas bouger, les gens ne voulaient. Donc, chacun est resté figé là où il était. Parce que, avec l'incertitude, donc, du coup, j'ai eu même une forte demande en fait, une forte stabilité, je veux dire. Les gens qui étaient là, dans les appartements, personne ne voulait bouger. Du coup, j'entendais beaucoup de gens qui se plaignaient, la crise, beaucoup d'entrepreneurs, ils se demandaient, quand je suivais la radio, je suivais la télévision, beaucoup d'entrepreneurs se demandaient surtout comment ils allaient faire face aux frais fixes, les loyers, le paiement du personnel. En fait, les charges fixes habituelles, je crois que ce sont le loyer, les paiements du personnel et peut-être aussi les taxes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller maintenant dans les ressources, comment optimiser maintenant les ressources. J'ai demandé à mon personnel, j'ai gardé le personnel qui était là. Ceux qui voulaient partir, ils sont partis, mais ceux qui voulaient rester, ils sont restés là. Ceux qui il n'était pas nécessaire qu'ils viennent, j'ai réduit. À d'autres, je leur ai demandé de rester chez eux. Du coup, ça réduit déjà certaines charges, par exemple les frais de transport, les frais de ceci, je garde le salaire, ça réduit. Donc, ça veut dire, au terme des finances, on reste sur ce qui est juste essentiel. Les ressources la communication, pendant ce temps-là, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de communication. On reste juste sur la communication qui est essentielle. Mais la production, par exemple la production agricole, pendant ce temps, vraiment, on devait vraiment beaucoup travailler parce que la demande était très forte. C'est là où on met beaucoup plus les
les ressources pour pouvoir produire. Alors, en bref, c'est pour dire quoi? C'est que pendant cette crise ou pendant toute crise, comme j'ai dit, la première des choses, c'est que j'ai d'abord réfléchi, j'ai analysé. La crise, c'était quoi? Une épidémie. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Voir les activités qui vont rester rentables, les activités, les besoins autour de moi. Et ceux qui n'étaient pas besoin dans mes activités, je les ai d'abord suspendus pour être honnête avec moi-même. Je me rappelle que d'autres personnes me disaient, mais pourquoi? J'ai dit non, non, pour être honnête, c'est mieux, il ne faut pas se casser la tête, on ferme ce qui ne va pas marcher et on reste avec ce qui va marcher. Mais j'ai vu d'autres entrepreneurs, d'autres personnes continuer. Mais à la fin de la crise, vers la fin de 2020, début 2021, il y avait beaucoup de gens qui étaient tombés. Et même ce qui était bien, moi j'ai même vu pendant cette crise-là, j'ai eu aussi quand même quand on sortait de la crise, j'ai fait quand même beaucoup de ventes comment je peux dire, pas en direct, parce que j'avais fermé, je ne paye pas le loyer, donc c'est déjà une grande charge qui était tombée pour moi et je pouvais vendre sur des livraisons directes quand même on a commencé à voir certains mouvements. Et ça m'a permis de voir, ah non, je peux donc, au lieu de faire seulement de prendre un local où je paye le loyer, je peux moi-même faire des livraisons. Voilà donc un entrepreneur, donc quand on dit que non, il faut analyser, c'est de regarder, OK, dans mes activités, qu'est-ce que je peux d'abord mettre en stand-by? Quels sont des besoins? Parce que pendant la crise, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui se créent. Beaucoup de besoins qui se créent, de se dire, OK, dans mes activités actuelles, lesquelles peuvent satisfaire les besoins pendant la crise? Si on n'a pas, qu'est-ce que je peux créer par rapport aussi à mes compétences, par rapport aussi à ce que j'ai déjà, qui peut aussi satisfaire les besoins? Nous avons vu, par exemple, des gens qui ont commencé à coudre les masques. C'était devenu un business rentable. Les premiers qui ont commencé, qui ont eu cette idée-là, ils ont beaucoup gagné. Parce qu'à l'époque, le masque se vendait à plus d'1 $. Imaginez ceux qui ont été très rapides. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés dans les solutions hydroalcooliques qu'on ne connaissait pas avant. Les premiers qui ont été là-dedans, ils ont beaucoup gagné. Et c'était souvent, moi j'ai vu par exemple ceux qui fabriquaient des masques, c'est des couturiers, mais parce que pendant ce temps-là, les gens ne pouvaient pas s'habiller, ils se sont reversés rapidement dans la couture, à faire des masques. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu que non, voilà le besoin, pendant la crise, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais de l'autre côté, on entendait beaucoup de gens qui étaient dans, dans les plaintes. Donc, bref, pendant la crise, comment optimiser ces ressources? C'est de réfléchir, d'analyser, de se dire, d'avoir le courage de dire qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce que je dois continuer? Quelles ressources j'ai et je mets ça dans quoi? Parce que par rapport aux besoins qui se présentent pendant la crise, ça peut être, j'ai parlé de Covid, c'est une épidémie. Ça peut aussi pendant la guerre. Même pendant la guerre, les gens auront toujours des besoins. C'est d'identifier quel est le besoin et moi, quelles ressources j'ai pour satisfaire ce besoin-là. C'est ça qui reste, et on reste au focus. Pendant la crise, moi, je dis toujours, c'est comme on dit, moi, je dis toujours, la pauvreté ne te donne pas beaucoup de choix. Quand tu es pauvre, tu n'as qu'un seul habit, tu ne te poses pas beaucoup de questions. Le matin, tu prends cet habit-là, tu le portes et tu pars. Le soir, tu reviens, tu le laves, tu le sèches et le lendemain, tu le portes. Les questions, on se pose beaucoup quand on commence à avoir 2, 3, 4, 5, 10 habits. Mais quand on n'a qu'un seul habit, on n'a pas beaucoup de questions. C'est ça aussi pendant la crise. On peut avoir peut-être une seule ressource et on se demande ça peut satisfaire quel besoin. Eux, on se concentre sur ça. Donc, pendant la crise, c'est vraiment rester concentré, rester focus, comme on dit, focaliser, ne pas se disperser. C'est quand la crise, parce que la crise passe toujours, la tempête passe toujours, c'est quand elle passe que non, on peut commencer petit à petit à revenir. Donc, optimiser veut dire rester concentré, prendre l'essentiel. Je crois que c'est ça le sens du mot optimisation, optimum. C'est prendre l'essentiel. Alors, comme il faut réfléchir, il faut beaucoup réfléchir, analyser et rapidement identifier dans mes compétences qu'est-ce que j'ai qui peut satisfaire les besoins qui se présentent pendant la crise. Est-ce que mon activité actuelle doit toujours continuer
ou bien il y a d'autres besoins qui se sont révélés que je peux aussi satisfaire. Et avoir le courage de dire, je peux peut-être arrêter ça et continuer avec ça. Et plus tard, quand les situations vont redevenir normales, c'est de voir, OK, je continue avec les deux ou bien je fais comment. Donc, un entrepreneur n'est pas figé, un entrepreneur doit rester flexible. Voilà ce que je peux dire en termes d'optimisation. Voilà, merci Madame TU. Un entrepreneur ne doit pas rester figé, il doit être flexible. J'ai aimé une phrase que vous avez si bien dit en disant que la pauvreté ne nous donne pas assez de choix. Donc c'est un peu comme dans les temps de crise, vous n'avez pas assez de choix, donc vous devriez faire avec ce que vous avez. Alors il y a pas mal des éléments que vous avez essayé d'épingler qui me pousseront déjà à poser la prochaine question. Ce que vous avez dit, en temps de crise, il faut avoir le courage de dire ou d'arrêter certaines choses. En fait, c'est des fois ce courage-là qui peut manquer à certains, de dire, bah voilà, on est en crise, il y a ça, il faut qu'on arrête. On a vu pendant le Covid, beaucoup d'entreprises qui, avec la situation de la crise, étaient obligées carrément d'opter pour le télétravail, même pour ceux qui n'aimaient pas l'Internet, même pour ceux qui n'aimaient pas le travail à distance, ils n'avaient pas de choix. Moi, je l'ai vécu pendant tout ce mois-là, on n'avait pas le choix, peu importe les urgences qu'on avait, il fallait qu'on travaille à distance. Et on a vu pendant le Covid, par exemple, vous avez parlé des besoins alimentaires, qui étaient les besoins les plus importants en ce temps-là, parce que les gens, même s'ils sont à la maison, ils avaient toujours besoin de manger. Alors, ça sont des petits exemples comme ça que nous donnons, en fait, pour attester effectivement en temps de crise. Il faut avoir un courage de dire, OK, stop à ça et privilégier les choses les plus essentielles, je dirais même les plus fondamentales. S'il faudrait même remettre en question, je dirais, ce qui était comme la priorité de ta passion pendant ce temps-là, tu le stops pendant un moment pour privilégier X choses parce qu'il faudrait être flexible. Alors, il y a maintenant une question que j'aimerais que vous nous aidiez aussi, c'est que est-ce que dans le contexte congolais, Excusez-moi, Monsieur oui, Bertrand, oui, madame, franchement, moi, j'ai appris, j'ai aimé la crise. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crise Covid parce que je ne me suis jamais autant développée pendant ce temps comme en temps normal pour mes activités. vraiment. J'ai vu vraiment comment et là on est focus. Il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de chats même à fouetter, il n'y a pas beaucoup de chemin à suivre. On est focus parce que on se rend même compte que des fois on fait beaucoup de choses pour rien. C'est ça le risque. On fait beaucoup de choses, même en tant qu'entrepreneur, on fait beaucoup de choses des fois pour rien. Mais quand on est focus, on gagne beaucoup en temps, qui est notre ressource la plus importante. Et après, le gain du temps nous fait gagner aussi beaucoup d'autres gains, même en personnel. Des fois, on peut même se rendre compte même que non, on utilise trop de personnel pour rien. Parce qu'en temps de crise, même le personnel, les ressources humaines, qui sont aussi très importantes, peuvent devenir polyvalentes. Ça peut même révéler des compétences que des gens qui étaient enfouis, des ressources de production. Pendant ce temps, on peut se rendre compte même on peut produire, comme on a dit là, peut-être l'outil de production, même avec peu, on peut produire beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire, ce que j'ai appris. Mais c'est vrai que j'entendais quand je suivais beaucoup la radio, beaucoup de gens pleuraient, beaucoup d'entrepreneurs pleuraient. Moi, ça me donnait un peu de la peine parce que moi, j'ai vu comment j'ai beaucoup gagné, j'ai beaucoup travaillé pendant cette période et ça m'a énormément, énormément appris qui m'a permis après de ne plus de voir les choses encore autrement. Super, super. Alors, d'où vient maintenant ma question? Est-ce qu'avec des ressources limitées, bien évidemment, même en temps de crise, beaucoup de gens disent effectivement qu'avec des ressources limitées, c'est ça le plus grand obstacle de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas comment initier X chose, ou bien j'ai initié telle chose, je ne sais pas comment avancer parce que j'ai des ressources limitées. Est-ce que les ressources limitées, même si c'est en temps de crise ou pas, est-ce que les ressources limitées sont-ils le plus grand obstacle? Quand je parle de ressources, je fais allusion à tout ce qui peut te permettre de lancer une activité. Ça peut être des ressources matérielles, financières et même humaines et ainsi de suite. Est-ce que les ressources limitées sont-ils le plus grand obstacle pour entreprendre ou bien pour initier quelque chose qui peut résoudre un besoin et ainsi de suite. Euh, Comme j'ai dit dès le départ, moi, je suis l'adepte des faibles commencements. Donc, du coup, déjà, je crois que vous avez la réponse. Je suis vraiment une adepte des faibles commencements.
Et par rapport à ça, j'aime toujours cette phrase qui dit, celui qui a un plan, celui qui n'a pas de plan a des excuses. Non, celui qui a, oui, celui qui n'a pas d'idée a des excuses. Celui qui a une idée a un plan. C'est ça. Je pense que les ressources limitées ne peuvent pas nous être une excuse pour ne pas entreprendre. Ça veut dire, c'est de réfléchir. Parce que moi, je connais des cas, hein, des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, mais qui ne savent pas quoi en faire. C'est comme ça même que les banques ont existé, les investisseurs et les porteurs de projets. Il y a toujours des gens d'un côté qui ont des idées et de l'autre qui ont de l'argent. Ils doivent se croiser pour tout ça. Donc, ça montre déjà que non, ce ne sont pas les ressources qui peuvent être un frein pour entreprendre. Donc, pour entreprendre, c'est d'abord d'avoir une idée. J'ai dit au départ, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est perspicace pour identifier les besoins autour de lui. Dès que tu as, les besoins sont toujours là. Les besoins sont illimités. Si vous êtes perspicace, vous verrez les besoins qui sont autour de vous et vous allez vous poser maintenant la question. Parce que pour commencer une entreprise, on a besoin des ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources, oui, les ressources financières. Des fois, ce n'est pas seulement les ressources financières qu'on a. Peut-être qu'on doit avoir besoin des ressources humaines. Des fois, ce n'est pas les ressources humaines, c'est des ressources matérielles pour la production, tout ça. Mais c'est d'abord de se poser la question, j'ai l'idée, je vois tel besoin, j'aimerais répondre à tel besoin dans mon environnement. Qu'est-ce que ça me demande? Quand vous posez la question, qu'est-ce que ça me demande? C'est ça où vous posez la question, quelles ressources en fait? Quelles ressources? OK. Est-ce que je l'ai? Non. Je ne l'ai pas, comment je peux l'avoir? Parce que les gens voient directement financement. Il y a même moi j'ai vu des gens aussi qui ont été financés, mais après, ils se retrouvent à zéro. Donc le besoin, ce n'était pas le financement. Peut-être le besoin même, c'était même l'idée n'était pas très bien fignolée. Ou bien le besoin qu'on voulait satisfaire n'était pas. Donc, c'est pour répondre, pour dire que euh, les ressources limitées ne peuvent pas nous empêcher d'entreprendre. Mais toujours réfléchir, qu'est-ce que je veux faire? Quel besoin je veux satisfaire? Par rapport à ce besoin-là, quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Est-ce que j'en ai suffisamment? Si oui, je me lance. Sinon, comment je peux faire pour les avoir? Si je les ai, alors c'est insuffisant. Je commence avec ce que d'abord je peux faire. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a commencé, j'ai vu une entreprise de l'eau, je ne vais pas citer ici parce que j'aime toujours cet exemple-là. Ils ont commencé dans un petit local quelque part. Ils vendaient juste dans leur quartier, sur leur avenue. Après, quelque temps, c'était devenu un grand local. Après, on voyait de plus en plus, ce n'était plus dans l'avenue, c'était les avenues aux alentours, petit à petit. Et un beau jour, on a vu que c'était devenu, ils ont pris un immeuble. Et après, c'était même dans cet immeuble-là, c'était d'abord une maison. Après, c'est devenu un immeuble, un grand immeuble. Maintenant, ils ont des véhicules, ils vont livrer, ils ont des travailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Avec les ressources qui étaient limitées à l'époque, ils ont circonscrit comment où commencer. Parce que souvent, les gens s'éparpillent. On veut commencer grand et on s'éparpille. On peut avoir aussi même beaucoup de ressources financières, commencer grand et aussi tomber. Mais on a des ressources limitées, on se dit, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Et petit à petit, comme j'avais dit, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un processus. Ce n'est pas du coup, on commence. Donc, ça veut dire, on peut commencer petit, on circonscrit, on fait l'état des lieux, on circonscrit et on avance petit à petit, et on verra que non, en avançant petit à petit, on va mieux maîtriser son environnement, on va mieux maîtriser les problèmes, et on va analyser quelles sont les solutions qu'on apporte et on avance petit à petit, petit à petit. Vous verrez qu'il y aura toujours une solution. Moi, j'ai vu ça dans en tout cas, toutes les activités que j'ai eu à faire, ça décourage
Vous avez fait le plan, vous avez dit, ah non, je vais commencer directement, j'aurai par exemple un bénéfice d'autant. Vous allez vraiment très grand. Mais, et même le besoin était là, parce que quand vous voyez, le besoin était là. Mais dès que vous commencez, paf, ce n'est même pas ça. Vous êtes même pas la moitié de ce que vous avez prévu. Vous êtes en deçà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas commencer. Non, il faut commencer. Et j'ai eu à commencer des activités comme ça. J'ai eu à commencer des choses comme ça. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. J'ai commencé. J'ai même eu aussi quelqu'un qui m'avait un jour, un ami, en parlant avec lui, il me dira, non, il faut toujours commencer. N'attends pas, parce que quand tu attends, ton idée est en train de mourir. Alors commence. Et j'ai commencé. J'ai vu qu'au fil des années, ça fait cette activité-là, ça fait maintenant 7 ans, mais maintenant je suis arrivée là où j'avais prévu d'arriver. Mais quand j'ai commencé, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Donc, c'est toujours comme ça. On commence avec des ressources limitées, mais on se met dans l'idée de progrès, petit à petit. Ne pas être pressé, petit à petit. On va, comment, maîtriser son environnement, d'abord soi-même et l'environnement aussi externe. Quand j'ai quitté, par exemple, j'ai arrêté de travailler, je me suis mise à mon propre compte, mais j'avais aussi vraiment, je voyais des choses vraiment en grand, beaucoup de choses, tout ça, mais je me suis aussi, comment, heurté aussi à certaines réalités qui ont fait que j'ai recadré, j'ai reculé pour mieux sauter. Donc, ça arrive dans la vie de l'entrepreneur. Donc, ça veut dire les ressources limitées ne nous empêchent pas. Rester focus, toujours faire le diagnostic et petit à petit chercher à avancer. Même quand vous lisez les histoires même des grandes entreprises aujourd'hui dans le monde, vous verrez que non, c'est le même parcours. Aucune n'a fait un parcours linéaire. Voilà, merci Madame Théu pour ces belles expériences. Voilà, avec les ressources limitées, on peut se lancer parce qu'il y a aussi des fois la pression de la société, il y a aussi la pression de la vie, il y a toute forme de pression qui sont autour de nous qui parfois nous incite à c'est que si je commence maintenant, il faut aussitôt que je gagne. Et c'est comme ça qu'on tombe dans le piège de disant, ben voilà, tant qu'on n'a pas assez de ressources, on ne peut pas se lancer, on ne peut rien faire. Alors qu'on se rend compte que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement ce que l'on gagne, mais c'est aussi ce que l'on devient dans le temps. Donc, dans le temps, je pense que vous avez parlé des expériences, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ces expériences aussi vous ont aidé à mûrir d'une certaine manière, vous ont aidé à mieux appréhender les choses, en fait, dans votre mindset, dans votre mentalité, dans votre perception des jeux. Donc, c'est aussi important parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a que des séries et des séries d'expériences et d'expériences. Donc, merci en tout cas pour cet élément. Vous avez parlé aussi du fait qu'il faut être perspicace pour identifier les besoins et les ressources nécessaires pour ne pas seulement rester dans les excuses selon lesquelles les ressources sont limitées. Mais j'aimerais aussi voilà, qu'on soit un peu contextuel aussi. On a parlé de la Covid qui est passée en 2020. Aujourd'hui, on est en 2025 et on est dans une année qui est assez difficile pour le pays avec la guerre, notamment dans la partie Est. Nous avons même certains de nos frères qui sont à Bukavu, à Goma, qui sont dans ce forum qui nous suivent. Et voilà, d'autres, leur plan, carrément, c'est de quitter la ville. Comment ils peuvent faire? Ils ne savent pas, ils n'ont peut-être pas d'autres familles ailleurs. D'autres sont dans le contexte où, ben voilà, les banques ne fonctionnent pas, ils sont là-bas sur place, comment est-ce que l'argent peut circuler? Et d'autres même, j'ai parlé avec un ami qui est médecin là-bas à Bukavu qui me disait comment est-ce qu'il peut se reconvertir parce qu'il ne sait pas comment il va se retrouver. Il a une femme, il a 2 enfants et ainsi de suite. Alors, dans des contextes un peu pareils, s'il faudrait même donner des astuces ou des conseils et tout ça, c'est vrai qu'il est difficile parce que la guerre, quand elle commence, on peut savoir, mais quand elle finit, on ne sait jamais. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, 10 ans et ainsi de suite. Alors, comment on peut s'en sortir dans ce genre de contexte? Parce que nous avons des cas, des amis, des frères qui travaillent là-bas, qui ont des activités, qui entreprennent, mais qui sont coincés. Alors, voilà un peu un élément que je voulais soulever parmi les éléments contextuels avant qu'on avance sur la dernière question qui permettra d'ouvrir le débat à tous. OK, comme on dit toujours que, ici on parle un peu de manière générale, mais les cas sont toujours, c'est mieux toujours d'analyser les cas particuliers, hein, telle personne est dans telle situation. Euh, bon, en tout cas, personnellement, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, j'ai jamais trouvé
des choses qui m'arrêtent, quoi. Donc, je dis toujours, rien ne peut arrêter mon rythme. C'est-à-dire que, comme j'avais dit au début, tant qu'on vit, il y a toujours des besoins autour de nous. On a vu même à Kinshasa ici, quand il y a eu la guerre en 98, ça nous a pris tous de court. Mais moi, je ne sais pas, mais personnellement, c'est toujours pendant ces moments-là où j'avance. Ça nous a pris pendant de court, la guerre d'occupation. Nous sommes restés, je crois, pendant un mois à la maison. Personne ne pouvait sortir. Et je crois à l'époque même, hein, vraiment, on ne sortait pas. J'étais même plus jeune. Je venais de terminer les études. Je cherchais du travail. Mais qui va t'engager pendant cette période-là? Toutes les entreprises aussi fermées, tout ça. Mais je vois que dans mon quartier, nous, par exemple, nous, chez nous, on vendait parce qu'on avait, par exemple, du pondou qu'on livrait, on avait de l'huile. En tout cas, il y avait toujours le commerce. On se déplaçait toujours. Et c'est même pendant cette période-là, moi, je faisais mes petites activités que je continue toujours à faire. Et du coup, même au sortir de la crise, j'ai été embauchée parce que c'était dans le cadre de ces activités-là qu'on m'a repéré. Je me rappelle aussi pendant les pillages en 91, je venais de terminer les études secondaires. Mais le jour où il y avait le pillage, c'était pour la première fois que moi j'entendais les balles. Moi, je pensais que c'était des. C'était à première fois. Je ne savais pas que les balles s'attiraient comme ça. Mais ce jour-là, j'avais un rendez-vous. J'avais 18 ans à l'époque. Mais comme j'avais un rendez-vous, je ne savais pas. Je suis sortie. J'ai fait ce que je devais faire. Et un mois après, par rapport à ça, OK, j'ai eu aussi un autre créneau. Donc, il y a toujours des choses. C'est vrai que la guerre est très difficile, mais vous entendrez aussi des histoires, beaucoup des histoires en Occident, par exemple, beaucoup de gens, des entreprises se sont créées pendant la guerre. Je vous assure, pendant qu'il y a la guerre, il y a des gens qui font beaucoup de commerce. On entend beaucoup chez nos sœurs, nos frères qui sont à l'Est. D'ailleurs, ça nous touche aujourd'hui ici parce que les produits, par exemple, qui viennent de l'Est, c'est difficile maintenant à trouver les produits de Goma, par exemple. Maintenant, c'est très difficile à trouver ici à Kinshasa. Et je vois beaucoup de commerces qui n'étaient focalisés que sur les produits de Goma. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils n'ont pas fermé. À Kinshasa, ils sont reconvertis sur d'autres produits. Maintenant, sur nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, on entend beaucoup des besoins. De l'eau, en tout cas, il y a beaucoup de besoins. Maintenant, c'est de se demander, OK, chez soi, qu'est-ce qu'on a qu'on peut faire pour satisfaire à ces besoins-là? Il y a toujours moyen. C'est comme ça que je dis, c'est au cas par cas, mais en règle générale, je vais vous faire rire peut-être pendant la guerre je me rappelle, pendant la guerre en 98, nous, chez nous, nous avions beaucoup à l'époque, il y avait des chaises, les chaises en bois, il y en avait beaucoup. Et on a dû tous les casser, hein, et on a vendu du bois à tous nos voisins. Et on avait même un puits d'eau qui était négligé, mais c'était devenu une mine d'or. Parce que l'eau, il n'y avait pas d'eau. Mais en ce moment-là, comme il n'y avait pas de choix, tout le monde, on a commencé à vendre cette eau-là, l'eau de puits. Vous imaginez un peu. Donc, mais en temps normal, qui aurait acheté cette eau-là de puits? Personne. Mais comme c'était pendant la guerre, les gens se sont rués. C'était devenu une mine d'or. Et de notre côté, nous, c'était une ressource pour nous. Et ça permettait de faire des échanges. C'est un peu des exemples. Moi, je donne des exemples de ce que j'ai vécu parce que je ne peux pas parler toujours d'autres choses. Mais ce sont des petites choses parce que je pense que nous, Congolais, nous, Africains, devons apprendre à commencer petit. Parce qu'on rêve seulement des bureaux climatisés, on rêve des grands espaces, on rêve de... C'est ça le problème. Les exemples sont les gens. Nous fabriquons des chaussures. Moi, je rappelle, mon mari et moi, nous avons commencé à fabriquer des chaussures à partir de notre maison, de chez nous. Mon mari fabriquait, moi, j'allais vendre.
Nous n'avions pas un local, c'est plus tard. Je crois même que c'est bien plus tard, peut-être 20 ans plus tard, qu'on a pris comment, un local, ou 15 ans plus tard. Mais avant, c'était de la maison. Ça veut dire que ça nous évite de payer le loyer, ça nous évite de payer des, du personnel. Mais c'est en progressant, en se développant, qu'on a commencé à prendre du personnel, à prendre d'autres services, et petit à petit comme ça. Donc, les exemples sont vraiment légers, mais juste pour faire court, la crise ne nous empêche pas d'entreprendre. Nous devons rester perspicaces, devons analyser notre environnement, identifier les besoins, voir avec les ressources que nous avons, comment nous pouvons les satisfaire. Parce que même pendant la guerre, là, il y a des besoins qui sont toujours là, qui ne disparaissent pas, quel que soit le niveau, parce que tant que l'être humain vit, il a des besoins. Et c'est de se demander comment on peut satisfaire ces besoins-là. Voilà, Ce merci n'est pas Madame pour, Théu. Nous sommes déjà en train de chuter par ce n'est rapport pas pour à nos... Oui, miser, mais c'est vraiment pour encourager. Parce oui, que nous avons vécu ces moments très difficiles et nous sommes dans un pays où c'est vraiment des montagnes russes. Ça va aujourd'hui, demain ça ne va pas. Ça va aujourd'hui, demain ça ne va pas. Donc, il faut prendre cette mentalité-là, savoir que non, quand ça va aujourd'hui, se préparer à demain quand ça n'ira pas, quand ça va encore barder. super. Alors, il y a, avant qu'on chute sur peut-être... J'ai vraiment l'expérience que j'ai eu Ouais, 18 ans. Moi, depuis 35 ans dans ce pays, depuis 35 ans, parce que le 24 avril, le 24 avril, je me suis rappelé du discours du président Mobutu à l'époque, ça fait 35 ans, mais en 35 ans, j'ai réécouté ce discours-là, j'ai vraiment réécouté ce discours, j'ai suivi ses interviews, j'ai vu qu'en 35 ans, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Mais en 35 ans, j'avais 16 ans à l'époque, aujourd'hui j'ai plus de 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a vécu avec ça. Nous avons donc fait, accompli tous nos rêves. Moi, personnellement, j'ai réalisé tous mes rêves. J'ai entrepris seulement dans cet environnement-là. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais regardé ça comme une contrainte. J'ai toujours regardé ça comme des opportunités pour avancer. Et je crois que c'est super, ça la mentalité que doit avoir tout entrepreneur. super. Alors, on est progressivement en train de vouloir chuter peut-être sur une dernière question avant que j'ouvre les débats au forum pour ceux qui voudront intervenir ou poser des questions. Euh, Il y a quand même un petit témoignage. Je me rappelle en 2017 avec la JICA, pour ceux qui connaissent l'organisation japonaise qui intervient dans beaucoup de projets à caractère étatique ici en RDC. Il y avait la JICA, il y avait Complexe Congo-Japon. On avait reçu d'étudiants et certains stagiaires qui étaient venus parmi nous. Il y a la personne qui les encadrait, Madame Yoko. Elle nous dit, moi, deux fois en RDC, je vous envie parce que sur le plan naturel, vous êtes déjà avantageux. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont déjà avantageux. C'est vrai qu'il y a des conflits armés, ainsi de suite, mais déjà sur le plan naturel, avant que l'on parle de conflits armés, vous êtes déjà avantageux. Pourquoi? Par rapport à nous qui, sur le plan naturel, on n'a pas suffisamment d'avantages. D'abord, nous sommes sur une île, et puis nous avons une terre qui, à tout moment, il y a des tremblements de terre, il y a des catastrophes, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à un certain moment, il dit le Japon s'était retrouvé après le catastrophe d'Hiroshima, après différents tremblements de terre, après beaucoup d'autres catastrophes. On s'est dit, ben, c'est comme si la nature ne nous veut pas. C'est comme si la nature est contre nous. C'est comme si voilà toutes les situations vont en l'encontre nous. Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Alors la seule ressource que nous avons va émaner de notre mindset, de notre intelligence. Donc ce qui fait que on peut tout perdre sur le plan naturel, on peut tout perdre dans notre environnement. Mais s'il y a quelque chose qu'on va jamais perdre, c'est ici dans notre tête. Et c'est comme ça qu'on va maximiser, optimiser totalement les ressources que nous avons dans notre tête afin de s'en sortir. Et vous voyez aujourd'hui le Japon, c'est parmi les pays sur le plan technologique qui sont de loin avancés, alors que sur le plan naturel, ils ne sont pas suffisamment avancés. Ça, c'est un témoignage d'une japonaise en 2017 qui nous a relaté cela. Et cela nous avait un peu édifié pour dire, à l'époque, il n'y avait pas de guerre. On était en 2017, ça fait 8 ans. Il n'y avait pas de guerre comme dans le contexte actuel. C'est vrai qu'il y avait toujours des conflits armés, mais dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus grave. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait de cette perception-là? Qu'est-ce qu'on a fait de ce temps-là? Donc, c'est aussi des choses comme ça qu'il faudrait voir. Quand les crises arrivent, c'est aussi un moment aussi de se remettre en question, de se dire, mais pourquoi pendant tout ce temps, on n'a pas fait X, on n'a pas fait Y?
peut-être on se serait diversifié, peut-être qu'on aurait fait autre chose, ainsi de suite, pour s'en sortir. Moi, merci, Madame Théu, pour vos expériences. Je vais peut-être chuter pour cette question en ce qui me concerne, avant que je donne la parole à d'autres pour intervenir avec leurs préoccupations. C'est que ces dernières années, il y a beaucoup de chiffres qui attestent que des PME, là on est vraiment dans le contexte de ceux qui ont déjà entrepris, ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de PME qui naissent, mais il a été démontré que beaucoup de PME qui naissent disparaissent avant 5 ans d'existence. En tout cas, plus de 80% des PME qui naissent en RDC disparaissent en 5 ans d'existence. Est-ce toujours un problème d'optimisation de ressources ou bien il y a autre chose peut-être qui nous échappe qu'on aimerait quand même savoir par rapport à votre expérience? Merci. Quand je regarde les PME, les jeunes gens qui veulent entreprendre et qui disparaissent après, euh, moi, le problème, c'est, comme on a dit hein, dès le début, je crois que c'est un problème d'analyse. Je vous ai dit que moi, j'ai un problème d'analyse dans le sens, il faut toujours, c'est comme on dit, on n'invente pas la roue, on la modifie. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui rentrent dans un domaine, ils pensent que non, ils sont les premiers. Personne n'est jamais le premier dans ce monde ici. Ce qui a été, ce qui est, a été. Et ce qui sera, a déjà été. Alors, quand vous entrez dans un domaine, il est toujours très important de faire le diagnostic, de s'informer et de se former. J'avais parlé au début que la crise peut être interne ou externe. La crise peut venir de vous-même ou de l'extérieur. Mais on pense souvent que non, la crise est extérieure. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de se dire, non, peut-être que je n'avais pas pris ça en compte en moi-même, ça me rattrape et comment je peux corriger. Et c'est là où j'ai vu dans beaucoup de gens, peut-être, je ne sais pas, par orgueil ou bien par quoi, ils ne s'informent pas suffisamment, ils ne veulent pas voir la réalité en face. C'est comme ça que non, ils tombent. Une analyse une analyse est toujours très importante pour connaître où je veux aller. Et même quand j'ai dit, même quand on a fait une très belle analyse, on peut toujours tomber. Mais quand on tombe, c'est d'avoir aussi le courage d'analyser pourquoi je suis tombé. Où est-ce que je peux corriger pour avancer. Moi-même, ça va faire 9 ans que je suis 100% à mon propre compte, mais ce n'est pas toujours rose. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut rester, comme on dit, euh, honnête avec soi-même et cohérent pour reconnaître les erreurs et pouvoir les corriger. Ne pas seulement accuser l'environnement extérieur, mais si c'est aussi en interne, savoir voir aussi comment corriger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la flexibilité. Rester flexible. La troisième des choses, c'est pouvoir rester toujours innovant en observant autour de soi. Quand on reste innovant, on peut rentrer dans la diversification. Vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas seulement obligé, comme on dit, de mettre ses œufs dans un seul panier. Des fois, c'est ça aussi qui fait tomber. Il faut mettre diversifié. J'ai vu même quand vous avez présenté V-Group, vous êtes dans plusieurs activités. Il faut diversifier parce qu'il y a toujours des activités qui sont comme des vaches à lait. Moi, j'ai vu même dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait plusieurs sites. Il y avait des sites qui ne ramenaient pas, mais il y avait des sites qui ramenaient beaucoup. Et souvent, ou des produits qui étaient rentables et d'autres produits qui n'étaient pas rentables. On a besoin de tout ça. Un entrepreneur doit savoir ça. On a besoin de tout. Parce que des fois, ce qui n'est pas rentable est rentable d'une autre façon. Ça peut vous faire peut-être de la visibilité, ça peut vous faire peut-être, ça vous ouvre certaines portes. Parce que souvent, ce qui vous est rentable, des fois, n'est pas très apprécié, n'est pas très visible. Ça se fait peut-être en coulisses, mais ça vous rapporte. Donc, un entrepreneur doit apprendre à diversifier, à mettre ses œufs dans plusieurs paniers, ou si c'est dans un seul panier, mais ne pas mettre que des œufs, mettre aussi certaines autres histoires, de telle sorte que si tel pourrit, l'autre là peut faire affaire. Donc, je pense que c'est ça. Et ça demande un peu
de sens d'observation, d'analyse et d'innovation pour pouvoir continuer. Mais c'est tout à fait normal. Et pourquoi même en 5 ans, les PME tombent? Parce que justement, quand on commence une activité, c'est au bout de 5 ans que les vrais problèmes se présentent. Et ça, c'est pas seulement pour une entreprise, la vie d'une entreprise. Même, on parle souvent, même, par exemple, des enfants. Pourquoi les enfants, avant l'âge de 5 ans, ils sont très fragiles? Ça veut dire que même la vie d'un être humain, avant 5 ans, c'est très compliqué. On voit ça même dans les relations, même dans les relations de couple, on dit même des fois, même 10 ans. C'est au bout de 5, 10 ans qu'on commence à maîtriser et petit à petit, on peut commencer maintenant à devenir autonome. Donc, et pendant ce temps-là, ça demande d'être toujours calme, posé, analyser, rester cohérent, voir là où il faut corriger, des choses qu'il faut abandonner, des nouvelles choses qu'il faut prendre. Donc, vraiment y aller petit à petit. Le problème, c'est qu'on veut aller vite et tout atteindre à la fois. Ça ne va pas vous aider en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça, je crois, le problème de nous, Africains. C'est comme ça qu'on a beaucoup abandonné, beaucoup abandonnent. Mais quand vous allez voir les entreprises occidentales qui ont 100 ans, 150 ans, 200 ans aujourd'hui, vous verrez que non, dans leur histoire, à un moment même, des gens ont abandonné, ont fermé, mais après, ils ont repris. Et ils ont Super. continué. Je vois déjà certaines personnes qui veulent prendre la parole avant de leur accorder la parole. Donc, je résume. Donc, Madame Théu, vous dites que c'est généralement au bout de 5 ans que les vrais problèmes, surtout pour ceux qui entreprennent, commencent à se faire ressentir. Donc, 5 ans, ça peut être les moments même pour être sûr, les bases sur lesquelles vous êtes lancé, les fondements sur lesquels vous êtes lancé, pour savoir si oui ou non vous devriez vous projeter. Et pour ça, vous avez conseillé, soyons honnêtes envers soi-même, soyons flexibles, soyons innovants et misons aussi sur la diversification parce que on ne doit pas toujours rester sur les mêmes choses, surtout quand on sait que ce n'est pas suffisamment rentable. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Norbert Chibala. Après, Monsieur Bertrand, pour ajouter une chose, Monsieur Bertrand, oui, excusez-moi, pour ajouter une dernière chose. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sur LinkedIn, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Nous devons être honnêtes, travailler réellement et regarder autour de nous et faisons le travail. Parce que quand vous voyez beaucoup de photos, beaucoup de gens, ils vous découragent, vous voyez, ah, mais comment moi j'arrive à faire? Mais je n'arrive pas à faire comme ça. Mais vous ne savez pas. Aujourd'hui, il y a aussi Photoshop. Il y a des choses qu'on peut arranger, qu'on peut maquiller. Ne suivez pas ça. Regardez autour de vous. Si vous avez bien identifié et que vous avez commencé déjà à avancer, continuez à analyser votre environnement, à analyser votre activité. Allez-y petit à petit. Ne vous découragez pas. C'est vrai qu'on peut aller lire des histoires des gens qui lisaient beaucoup aussi. Lisez beaucoup, vous verrez que non, beaucoup de grands histoires à succès ont commencé petits, sont tombés et se sont relevés. Moi, j'aime beaucoup lire ces histoires et c'est ce qui me donne aussi beaucoup de courage de ne pas abandonner et de continuer. Et on doit arrêter avec l'entrepreneuriat des réseaux sociaux, de LinkedIn, de tout ça. C'est bien parce que ça nous encourage, mais ça ne doit pas rester là. On doit travailler, faire le réel travail sur terrain. super, super. Je vais prendre quelques questions. Je vois, il y a Monsieur Norbert qui veut prendre la parole. Après, je vais lire la question de Believe Zola. Alors, on donne la parole à Monsieur Norbert. Vous êtes là? Bonjour à tous. Moi, j'ai rejoint la réunion en retard, néanmoins, j'ai suivi quand même l'essentiel de la réunion, surtout avec les questions que M. Bertrand a posées. Alors, je voudrais me préoccuper ici. La première est la suivante. Je voudrais que Madame nous dise quels sont les indicateurs clés qui peuvent nous faire voir que réellement l'entreprise est en moment de crise. Parce que pour les débutants, peut-être que vous êtes en crise
vous ne savez pas que c'est la crise qui a déjà commencé parce que vous pouvez vous dire, comme on venait de le dire, que non, il faut toujours persévérer, il faut y aller petit à petit jusqu'à ce que vous aurez atteint vos objectifs. Vous pouvez, avec cette idée-là, derrière votre tête, vous ne saurez peut-être pas que vous êtes en train de passer un moment de crise pour prendre des décisions qui peuvent vous aider à surmonter la crise et aller de l'avant. Ça, c'est la première question. La deuxième, quels sont les outils que vous pouvez nous recommander pour optimiser ces ressources en moment de crise? La troisième, je voudrais aussi savoir, elle a parlé des innovations. Par exemple, bon, je ne me suis pas présenté. Moi, j'évolue dans les domaines d'agriculture. Je suis dans l'agriculture, production des légumes, parce que je suis agronome. Et je voudrais aussi savoir, dans notre domaine, par exemple, les domaines agricoles, comme elle s'y connaît, elle a dit qu'elle intervient aussi dans les domaines agricoles, comment nous pouvons réussir à innover avec les moyens limités. Parce que le problème avec l'agriculture, c'est que lorsque vous n'avez pas des outils, des équipements adaptés, vous serez toujours limité pour aller de l'avant. Maintenant, avec nos ressources limitées, vous savez déjà que dans notre pays, il n'y a pas l'appui que soit les gouvernements ou soit les banques commerciales en termes de crédits ou de subventions qu'on donne aux agriculteurs. C'est un domaine qui est vraiment très limité dans notre pays. Maintenant, avec nos ressources qui sont limitées, comment pouvons-nous innover pour continuer à travailler et réussir dans... Je peux vous soumettre comme question. Merci pour la parole. Ok, merci, Monsieur Robert Chibala. Vous vous adressez à nous depuis quelle ville? On aimerait savoir. Dans la province du Congo central, précisément à Lukala. Où c'est? J'ai pas bien entendu. Congo central, où c'est? Lukala, il a dit. Lukala, ok, Lukala, d'accord. Précisément à Lukala, oui. Ok, je pense que Madame T, vous avez écouté, vous avez entendu ce qu'il a dit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez avancer. Merci beaucoup, Monsieur Norbert. Euh, euh, je vais vous répondre aussi un peu en circonscrivant, comme vous avez dit que vous êtes dans l'agriculture. Je pense que si vous êtes dans le domaine agricole, et comme je suis aussi dans le domaine agricole, je ne sais pas, vous allez peut-être me confirmer. En temps de crise, le problème, c'est quoi? C'est souvent, produisez telle quantité, vous saviez que non, vous avez déjà fait vos calculs, tout ça, mais vous n'avez pas écoulé. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est un problème de pouvoir d'achat? C'est un problème de... C'est quel problème? L'autre problème, des fois, pour les agriculteurs, c'est que... Madame Théu, oui. apparemment, il y a un souci de connexion. Là, apparemment, ça coupe. Ça entrecoupe à tout moment. Je ne sais pas si c'est la connexion, mais ça entrecoupe. Mais sinon, ça va. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va? Oui, ça va. Maintenant, oui. Donc, juste pour répondre, donc les critères et les indicateurs de savoir que c'est la crise, ça veut dire, vous vous rendez compte que non, l'activité, telle que vous avez prévu de le faire, ça ne marche pas comme ça et ça ne vous rapporte pas. C'est déjà ça qui montre que non, vous êtes en crise. Vous avez peut-être produit, vous n'arrivez pas à écouler, ou peut-être vous avez, après la saison agricole, ça ne vous a pas, ça n'a pas produit. Même ceux que vous avez sémés ne vous rapportent pas, en fait, ce n'est pas ce que vous avez vous récolté. En ce moment-là, maintenant,
ça devient déjà un moment de crise. Vous devez maintenant vous poser la question, c'est dû à quoi? Allez dans les moindres détails, jusqu'à ce que vous allez trouver le problème et c'est en ce moment que vous allez vous demander, c'est quoi la solution que je peux apporter? Parce que même pour optimiser, il faut d'abord connaître c'est quoi le problème. Donc ici, c'est peut-être à vous de nous donner un exemple concret de dire, OK, c'est quoi votre problème? Mais comme je suis dans ce domaine-là, je vois souvent, c'est des fois, donc des problèmes, la saison, vous attendez à ça, mais ça ne rapporte pas comme vous avez prévu. Peut-être il y a eu des intempéries, peut-être il y a eu des problèmes climatiques, il y a eu tant de problèmes qui arrivent aux agriculteurs. Ça peut être des problèmes de pouvoir d'achat, tout ça, mais vous pouvez vous demander, OK, comment alors, il faut toujours connaître le vrai problème pour pouvoir apporter la solution. D'emblée, comme ça, je ne sais pas dire, mais ce que je peux vous conseiller, l'analyse est toujours très importante. Et j'ai vu, c'est dommage, hein, beaucoup ici, on n'aime pas analyser. Il faut toujours analyser. Dès que vous connaissez le problème, en tout cas, vous allez facilement identifier la solution. Et c'est ça qui va vous permettre de répondre à la deuxième question, comment faire pour optimiser? Et puis, à la troisième question, comment innover? Parce que peut-être aussi de voir, OK, peut-être comment faire autrement, peut-être se concentrer juste peut-être sur une seule culture. Donc, il y a tout plein de choses. Allô? Ah, il y a peut-être la connexion qui a lâché un peu. Le vrai Allô, allô, Madame TU? problème, pouvoir Allô? adresser. Important. Vous Oui, m'avez oui. suivi? Je Oui, vous ai suivi jusqu'à la Bon, fin. vers la oui. fin, là, apparemment, la connexion semblait un peu devenir instable. Euh, voilà, je pense que les autres ont pu quand même suivre, hein. Oui, moi personnellement, j'ai tout suivi. Ok, 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 ça me rassure. Voilà. Avant que Madame Théo continue, il y avait une autre question aussi que j'ai vue sur le chat. Il y a Zola qui dit quels sont les éléments qui vous ont permis de travailler votre discipline, parce que vous avez parlé de la discipline, et puis vous avez dit dans ce parcours d'entrepreneur, est-ce que c'est la connaissance de votre personne qui vous a permis de mieux développer votre mindset? Enfin, je pense que ce sont ces questions à lui. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous a permis de travailler avec discipline? Est-ce que c'est la connaissance de votre personne qui a développé votre mindset? Je crois que ce sont les deux questions en plus de ce que M. Norbert avait dit. Euh, oui, moi, d'abord, moi, je suis une passionnée vraiment de. J'aime beaucoup, je suis passionnée d'analyse, hein. J'aime beaucoup analyser les choses, les situations, Vous en avez les écouté un circonstances. J'aime d'abord me connaître moi-même. Qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il faut toujours aller avec la force que vous avez, ce que vous avez en main, vous allez avec ça. Donc, j'aime m'analyser, connaître mes forces, connaître mes faiblesses. Parce qu'on n'a pas que des forces, on a aussi des faiblesses. Mes forces, comment je peux les utiliser et mes faiblesses, comment je peux me faire aider ou bien avec qui je peux travailler pour combler, pour couvrir mes faiblesses. Il faut avoir ce courage-là. Ensuite, quand j'ai fini avec moi-même, j'aime analyser aussi mon environnement, les personnes avec qui je vais travailler, avec qui je peux travailler et qu'est-ce que je peux faire. Et ensuite, il y a la discipline. Voilà. Ça nous permet vraiment, quand une connaissance de soi, parce que des fois, on n'est pas honnête avec soi-même et ça ne nous permet pas d'avancer. Il faut être honnête avec soi-même. Quand on est entrepreneur, se connaître d'abord, bien connaître ses forces et ses limites, ses faiblesses, pour savoir maintenant comment on peut avancer. Et ensuite, commencer aussi à regarder à l'environnement extérieur. Donc, il y a tout ça, hein. Donc, un entrepreneur est constamment dans l'analyse. Analyser, diagnostiquer et ensuite chercher des solutions qui répondent aux problèmes qui se posent à lui, suivant qui sont sortis par rapport à cette analyse-là.
Voilà, donc soyons des amoureux de l'analyse. C'est même pour ça qu'on organise souvent ces genres de programmes, nous inciter à analyser, nous amener à faire des analyses objectives, honnêtes, de sorte que voilà, qu'on ne reste pas seulement sur les problèmes, qu'on se dise mais quelles sont les voies, quels sont les suivis, quels sont les moyens, les mécanismes pour atteindre les résultats désirés. Voilà, merci. Billy dit c'est très clair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre les une ou deux dernières questions avant qu'on puisse clôturer cette session sur Et le je chat. voulais dire à Monsieur Chibala, je voulais dire à Monsieur Chibala, parce qu'il n'a pas dit s'il a eu la réponse à sa question, mais comme on avait dit au début de ce programme, Monsieur Bertrand l'a dit, nous sommes toujours là pour l'assistance personnalisée, parce qu'ici, on fait de manière générale, mais après, quand ça devient vraiment, si vous n'êtes pas satisfait, bon, il y a toujours, parce que chaque problème, chaque activité a ses problèmes particuliers. On doit commencer à apprendre à adresser des solutions particulières aux problèmes particuliers, pas toujours rester sur la généralité. Et ça demande un suivi dont M. Bertrand avait parlé. Qu'on ne pourra Voilà. pas tout faire le temps de ce programme. Voilà, je pense que il nous reste 10 minutes maximum. Alors, on attend pour ceux qui peuvent réagir sur le chat. Faites-nous part de vos questions avant qu'on puisse clôturer cette session. Ce qu'on avait dit, on aura un temps, on va échanger, et puis après, on vous laissera aussi le soin de participer au débat, puisqu'on aimerait que chacun d'entre nous, à l'issue de ce podcast, à l'issue de cet échange, sorte avec quelque chose qui peut l'aider, bien évidemment, à avancer avec les ressources humaines. Alors, je vais, pendant que d'autres se préparent pour nous envoyer leurs questions sur le chat, à la fin, nous allons faire un petit exercice ensemble pour tous ceux-là qui ont participé. Soit vous allez m'écrire via inbox à mon numéro WhatsApp, que je vais mettre sur le chat. Vous allez m'écrire pour me signaler que vous avez bel et bien pris part, parce que là, je ne sais pas directement identifier parce qu'il y a des noms. Quelqu'un a peut-être mis un autre nom, c'est son nom de téléphone, je ne sais pas exactement si c'est la personne. Vous m'écrivez juste que voilà, j'ai participé, je suis tel, et comme ça, on va vous envoyer un formulaire d'évaluation de cette session, donc un formulaire qui nous permet aussi à nous-mêmes de nous évaluer, mais aussi à savoir après ce programme quelles sont vos attentes. Est-ce que vous aimeriez approfondir? Est-ce que vous aimeriez un coaching? Est-ce que vous aimeriez une consultation? Est-ce que vous aimeriez un accompagnement? Est-ce que voilà, est-ce que vous on va essayer de détailler un certain nombre de choses qui peuvent constituer vos attentes, que vous allez nous répondre via un formulaire comme vous l'avez fait pour vous inscrire, qu'on va aussi vous envoyer juste après cela. Et puis après, nous pourrons aussi vous joindre un lien YouTube parce qu'on a enregistré cela et ça devra passer sur notre chaîne YouTube V-Group. Question de permettre aussi à d'autres personnes qui auront peut-être manqué cette session de pouvoir se rattraper et puis eux aussi de nous faire part de leurs impressions après cette session. Parce qu'on a été au total, j'ai vu, nous avons été au moins 18 personnes. Je crois là, on est à 14-15. Donc, ce qui fait que c'est déjà pour nous un bon nombre et qu'on aimerait encore avoir un peu plus de personnes parce qu'on était inscrit à un plus grand nombre qui voulaient absolument participer. Voilà, je vois Monsieur Norbert Chibala qui dit, Madame, je vous ai bien écouté, on en parlera en privé car maintenant je suis dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Ok, merci cher Norbert. Voilà, je pense que il est 11h40. S'il n'y a plus d'autres questions sur le chat, où il y a une personne qui voudrait lever la main pour prendre la parole. Voilà, s'il n'y a plus de questions, au moins faites-nous part de vos impressions, que ce soit sur le chat ou bien vous m'écrivez en privé pour que je vous envoie le formulaire d'évaluation, de suivi après cette session. Ça serait pour nous une fierté de savoir que voilà, vous avez participé, vous avez pris part, vous avez soit appris, vous avez soit des éléments qui vous ont aidé à mieux appréhender un certain nombre de choses, surtout par rapport à la thématique, l'entrepreneuriat en temps de crise, comment est-ce que on peut optimiser les ressources. Donc voilà, je pense que nous sommes déjà en train de tendre vers la fin. Dans notre prochain podcast, parce que désormais, les podcasts s'organisent chaque mois, au moins une fois le mois. Donc, on aura un prochain podcast le mois prochain, au mois de mai. On sera encore avec Madame TU. On vous donnera d'autres précisions sur la date, sur la thématique. Et je pense que ça pourrait encore nous être profitable. Mais en attendant,
s'il vous plaît, écrivez-moi en privé ou faites-nous part de vos impressions directement pour qu'on vous envoie le formulaire d'évaluation de cette session du podcast. Voilà, je ne sais pas, Madame Théu, est-ce que vous avez un mot à dire, peut-être un dernier mot, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres préoccupations pour ce qu'a été notre échange de cette journée. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. Je vois. Merci beaucoup. Moi, il y a une question ici, je vois. Il y a j'ai vu. Josias Mbadou, oui, depuis Mwanda sûrement. J'ai bien suivi le podcast du début à la fin. Merci pour cette formation. Nous sommes sûrs et certains que le mois prochain, ça sera encore plus bénéfique. Merci, cher frère, depuis Mwanda. Merci. Oui, ce que pour clôturer, moi, j'aime toujours encourager. Je dis que, en tant qu'entrepreneur, de partout où vous êtes, ne perdez jamais espoir. La première des choses, n'oubliez jamais que les besoins des êtres humains sont illimités. Et là-dedans, vous avez votre part pour répondre même à un besoin qui peut devenir votre idée d'entreprise. Et quand vous l'avez identifié, ne découragez pas. Sachez que tout début est difficile. Commencer petit n'est pas un péché. N'ayez pas honte de commencer petit et persévérer. C'est la persévérance qui paye. Voilà ce que je peux dire. Et dans cette persévérance-là, ça vous permettra toujours de vous remettre en question pour savoir comment optimiser les ressources que vous avez. Ça vous permettra toujours d'analyser qu'est-ce que vous avez, avec quoi faire avec ce que vous avez. Surtout, persévérer. C'est en persévérant que nous, on voit des résultats. Et nous en avons besoin en RDC et en Afrique. Voilà, merci. Voilà ce que je peux vous dire. Et merci beaucoup, Madame Théo, pour votre temps, pour votre disponibilité, pour cette session. Merci à tous les participants qui ont été en ligne, qui nous ont religieusement suivis, même pour ceux qui n'ont pas participé au débat. Je suis sûr que peut-être vous avez été instruits ou édifiés d'une certaine manière et que vous allez nous faire un retour pour que nous puissions continuer à échanger via un autre formulaire qu'on va vous envoyer. Quant à moi, je vous donne notre prochain rendez-vous le mois prochain pour une autre session d'échange de podcasts sur des thématiques entrepreneuriales, des thématiques managériales, des thématiques qui vous aident dans votre vie socio-professionnelle et toujours avec V-Group. Voilà, nous clôturons. Je vais laisser notre vidéo sur la gestion de projet être partagée pendant que nous sommes en train de clôturer cette session. Merci et à très bientôt.